Je ne veux pas de tes soupirs dans mon oreille. Je ne veux partager. Mes chers amis, bonjour, bienvenue sur sarfatid.com. J'espère que vous allez bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je tenais à vous en remercier. Une petite pensée également pour tous ceux qui sont partis lors de l'attentat, des attentats à Paris également, en Israël, puisque la série de l'intifada des couteaux se poursuit malheureusement. Refoua Shelema pour tous les malades, une grande pensée pour toutes les familles qui ont perdu des proches. Je tenais également à remercier du fond du cœur le Rav Akoun qui nous a accueillis au sein de la synagogue au 13 Rehov Shmuel Anativ à Natania. Merci beaucoup encore. Bonjour mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Alors je dis ça parce que nous avons nos deux têtes d'affiche, psychologue et bien évidemment psychothérapeute, psychologue docteur Ilan El-Grabli. Bonjour Ilan. Bonjour. Alors diplômé de l'université de Nancy 2, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Toujours. Également Myriam Ben Simon, psychothérapeute, diplômée de l'université de Kiryat Ono, avec qui nous avions tourné la première vidéo sur les ravages de Facebook dans le couple. Également par rapport au pervers narcissique, vidéo qui a eu énormément de succès. Nous avons reçu beaucoup de courriers et la maladie de l'Alzheimer qui frappe beaucoup de gens avec le docteur Ilan El-Grabli. Nous avons traité ce sujet. Alors du courrier, nous en avons encore et encore reçu aujourd'hui sur un sujet récurrent, un problème énorme. Il s'agit du harcèlement au travail, qui donne lieu parfois au harcèlement sexuel. Il ne faut pas se le cacher. Et donc nous allons aujourd'hui traiter de ce sujet-là, pour les dames et aussi pour les messieurs parfois. Merci d'être là, merci d'être venu aujourd'hui à Natania pour venir nous en parler, puisqu'Ilan vient de Haïfa et Myriam de Yerushalayim. Alors moi, ce que j'aimerais donner déjà la parole à Myriam. Soyons galants. Myriam, nous avons traité du problème du pervers narcissique, vidéo qui a eu énormément de succès, puisque nous avons reçu un courrier monstre. J'aimerais savoir déjà, est-ce que le harcèlement au travail, derrière un harceleur au travail, il y a aussi un pervers narcissique? Bonne question. Effectivement, il peut y avoir, mais pas toujours. C'est-à-dire que le profil qui va se profiler en face de nous au travail peut effectivement avoir cette tendance narcissique, parfois perverse, mais pas toujours. Tout simplement, ça peut être quelqu'un qui a un problème de pouvoir, il a besoin d'exercer son pouvoir et se sert en fait de sa situation donc de patron pour dominer un des employés, parce que ça peut se produire avec un seul employé, c'est pas forcément avec toute son équipe. Il va inconsciemment choisir en fait une proie et entre guillemets s'acharner sur elle. D'accord. Ilan, est-ce que ça remonte peut-être à l'enfance aussi également pour ces personnages? Ça peut, alors dans la perspective en tout cas que je défends, en tout cas que j'adopte, bien souvent on essaie de pas trop psychologiser, ce qui peut être bizarre, c'est-à-dire qu'on s'en tient plus aux faits. Alors il y a toujours des choses qui remontent à l'enfance, mais c'est bien plus souvent un cocktail entre ce qui revient de la part de l'enfance, ce qui revient aussi de l'hérédité, ce qu'on appelle les mandats aussi transgénérationnels, c'est-à-dire ce qu'on récupère directement de nos parents ou de la famille, et puis il y a aussi l'environnement, la façon dont on se construit avant, donc le milieu social, professionnel. Donc tout ça va jouer énormément, et bien souvent on est dans un petit cocktail un petit peu de tout ça qui donne la façon dont on s'est construit et la façon dont on se situe au moment précis. D'accord, même question qu'à Myriam, est-ce qu'il y a un pervers narcissique derrière ce personnage en général ou pas forcément? Non, on peut pas le pointer comme ça, parce qu'en fait le harcèlement d'une façon générale, ce que disait Myriam, en fait, il y a plusieurs formes de harcèlement. Alors ça peut être, il peut y avoir une notion hiérarchique dedans, ça peut aussi être tout simplement un subordonné entre guillemets qui rentre un petit peu dans une dynamique d'opposition avec son supérieur, ça arrive aussi, mais ça peut aussi être tout simplement une équipe managériale et un management à part entière qui prend entre guillemets en charge un employé en fait, d'une entreprise. Alors bien souvent l'idée c'est de le faire démissionner. On le rencontre beaucoup plus en France parce qu'il y a les systèmes des CDI qui font que les personnes sont un petit peu mariées avec l'entreprise, on a du mal à les faire partir si elles ne veulent pas partir. Et puis aussi l'interaction entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir bien souvent, c'est le système alors pour le coup du couple pervers, mais il faudra revenir sur la définition, où chaque personne, entre guillemets, est comme ça dans une dynamique d'opposition où on joue entre soumission et domination. Donc,
apporter une réponse précise, il faudrait développer tous ces points-là. Alors, il peut y avoir le patron qui est Oui. bien sûr harceleur. Il peut y avoir également l'un de ses subordonnés Oui. qui va harceler Oui. Ou le collègue. ou le collègue. Le collègue. D'accord, donc ils ne sont pas forcément de mèche. Hein. Non. Mais D'accord, ça peut aussi arriver. très bien. Donc ça peut être la volonté d'un patron qui va mettre sur un des employés quelqu'un sur son dos. Ouais. Et alors l'enfer va commencer. Exactement. D'accord. Ce que j'aimerais en fait savoir aujourd'hui, peut-être à l'un des deux, je pourrais poser cette question. Comment cela se caractérise-t-il? Comment ça débute? Alors déjà, il peut y avoir une conduite abusive. D'abord, il faut bien distinguer une agression ponctuelle, c'est-à-dire parce Une qu'en fait, remontrance? voilà. D'abord, il y a deux sortes. Il y a celle qui est horizontale et celle verticale. C'est-à-dire que horizontale, ça va se passer entre collègues. Donc, il va y avoir un collègue qui va s'acharner contre un autre collègue, et il va y avoir donc le patron envers son employé. Le patron envers son employé, donc. Ça peut être une conduite abusive en fait. C'est des gestes, des paroles qui vont se répéter au jour le jour. Et c'est assez insidieux. C'est-à-dire que personne ne s'en rend réellement compte. Ça se passe vraiment au niveau de ces deux personnes-là. Donc c'est souvent en fait un jeu qu'on va définir par... Il y a un dominant et il y a un dominé. Donc à partir du moment où le dominé se sent une victime, c'est là déjà qu'elle peut se dire qu'il y a un problème. Parce qu'on n'a pas à se sentir une victime quand on travaille, on n'est pas une victime, on est un employé et on devrait être bien avec son travail. Et quand donc il y a des gestes, des paroles abusifs, il faut commencer à réfléchir. Quand on commence à se remettre en question, quand on commence à perdre confiance en nous, quand on commence à stresser dès qu'on doit rendre un projet, on commence à rentrer un petit peu dans un état de panique ou des battements de cœur un peu trop vite, ou ainsi de suite, souvent. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas une fois, même je dirais une fois tous les 2 mois. Bon, ça peut arriver à tout patron ou à tout collègue de parfois se fâcher. Mais quand ça arrive tous les jours, et même plusieurs fois par jour, Et que c'est récurrent. et que c'est récurrent, il faut vraiment commencer à se poser des questions et ne pas laisser le problème s'enliser, parce que malheureusement, comme l'a dit très bien Ilan, parfois on laisse le problème s'enliser parce que c'est un rapport on est dans le travail, on en a besoin. Donc comme l'a dit Ilan, on est marié avec le travail quelque part, très souvent, et puis on en a besoin, c'est notre parnassa, on a besoin de gagner notre vie. Donc on se dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me tais, je continue. Oui, mais ça laisse des séquelles bien plus profondes. Donc il ne faut pas rester dans cet état. À partir du moment où on sent qu'on est une victime et qu'on a même peur parfois d'aller au travail ou qu'on a peur de rencontrer le regard ou du patron ou du collègue en question, il faut commencer à se poser des questions. Nous donnerons les solutions si tant est qu'il y en ait. C'est pas évident. Alors il y a toujours cette course aux chiffres, cette course au contrat. Alors qu'est-ce qui va faire que lors de cette course au contrat, on va s'acharner plus sur un employé plutôt qu'aux autres? Alors, encore une fois, il n'y a pas de raison particulière. C'est-à-dire, il n'y a pas non plus de profil de victime. Il y a potentiellement un profil de harceleur, mais pas forcément un profil de victime. C'est-à-dire que ce qui se passe, d'une façon générale, c'est que c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire. On met en place ce qu'on appelle des comportements passifs-agressifs. C'est-à-dire que, je donne un exemple très concret de ce type de comportement-là. On va demander à quelqu'un d'accomplir une tâche. Peu importe, ça peut être les enfants à la maison, ça peut être le serveur, ça peut être un collègue. Tiens, est-ce que tu peux me finir ça? Mais on n'a pas forcément mis les formes, on n'a pas forcément dit comme il fallait. Alors la personne, elle va résister. On a demandé à son enfant de ranger sa chambre, mais il l'a mal pris, ou c'est la période de l'adolescence, et c'est tout simplement développemental. Alors il va faire traîner, et il ne va pas le faire. Ou il va se mettre à côté. On va demander au serveur, et ça ne lui a pas plu, alors il va se mettre exprès dans un coin où il ne nous entend pas, où il va faire traîner. Où il va vous dire qu'il a oublié, etc., etc. C'est une petite résistance, en fait il va résister, mais pas directement, de façon un petit peu détournée. Ça, on le fait tous. Ça nous arrive à tous, particulièrement quand on n'est pas des pros en communication, mais même, on a tendance, chacun, si jamais on se sent agressé, on se sent contraint, on peut réagir face à l'autorité en mettant en place une résistance un petit peu passive. Je vais le faire, mais c'est quand même pas toi qui décides, entre guillemets. Donc, ce qui va se passer concrètement, c'est que dans ce profil-là, du harceleur en tout cas, il y a 2 phénomènes. Il y a ce phénomène-là où ça va être permanent, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance vraiment à le faire dans quasiment tous les domaines, toutes les situations, à la maison, au travail, etc., etc.
Et il y a un plaisir en plus à ça, alors que du côté de la victime, entre guillemets, il y a cette notion où ça ne nous a pas plu. Alors on a voulu résister une fois, parce qu'on s'est dit, il exagère un peu, parce qu'il y a, ce que mettait Myriam en avant, le caractère répété, le caractère abusif, où ça revient en permanence. Alors du coup, on résiste une fois ou deux. On se dit, il va comprendre. Sauf que la personne, bien souvent, la victime, qui n'est pas perverse, sinon ça dure très longtemps, donc la victime qui est, entre guillemets, structurée différemment, elle va juste avoir tendance à mettre en place des comportements passifs-agressifs pour résister, en se disant, il va lâcher prise, il va finir par me foutre la paix et me laisser tranquille. Sauf que l'autre personne, c'est le deuxième phénomène, prend plaisir. Donc comme il prend plaisir, il revient à la charge. Mais c'est cruel, ça. C'est tout à fait cruel, et on peut le dire comme ça, mais ce qui se passe en plus, c'est que quand on est rentré dans le jeu, quand on a décidé un petit peu de jouer parce qu'on a voulu résister, comme l'autre personne prend plaisir à ça, il va venir en permanence nous titiller, et dès qu'on est rentré dans le jeu, même si on ne fait rien, parce qu'on se rend compte, c'est pour ça que le mécanisme est insidieux au début, mais dès qu'on prend conscience de ce mécanisme-là et qu'on se dit « mais il ne veut pas me lâcher », et donc on commence que le harcèlement se met en place, lui va revenir à la charge. Et même si on arrête, lui ou elle, mais la personne en tout cas, et même si on arrête, il va y avoir de la provocation qui va être mise en place. Donc, quelle que soit la situation, que l'on résiste ou qu'on ne le résiste pas, on rentre dans cette spirale infernale. On rentre par un mécanisme qui peut être normal en tout cas, parce qu'il n'est pas généralisé, et qui nous fait indirectement rentrer dans un jeu qui est un jeu malsain, un jeu où on se retrouve victime de harcèlement. D'accord, ce sont des personnes qui sont en général comme ça chez eux, ou qui se vengent au travail parce que chez eux, ils n'ont pas vraiment la main face à leur femme, ou face à leur mari ou leur enfant. Ça peut arriver. Ça peut arriver, il peut y avoir le cas général, ce que je mettais en avant juste avant, mais ce que Myriam disait tout à l'heure, c'est-à-dire pas forcément chez tout les le militaires, temps. D'ailleurs, il y a souvent des gradés qui n'ont pas la main chez eux, Il y a qui le se vengent rapport, sur leurs soldats. il y a le rapport à l'autorité, en tout cas. Dans tout, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, il y a cette notion de rapport à l'autorité. Et donc, c'est pour ça que bien souvent, les cas les plus fréquents sont des cas où l'autorité est explicite. Donc, des cas où il y a une hiérarchie. C'est pour ça que je disais ça peut aussi bien être le subordonné que le supérieur, parce que le subordonné aussi est dans cette relation hiérarchique et peut avoir un rapport à l'autorité qui va lui faire mettre en place une résistance passive. Je vais faire ce que tu vas me dire, mais peut-être que j'oublierai entre-temps. Peut-être que je vais faire traîner les choses, peut-être que je ne te rendrai pas le travail en temps donné, peut-être que je ne vais pas le faire comme il faut, etc. etc. J'ai remarqué souvent au cours des consultations de gens qui ont été victimes de harcèlement au travail, ils se remettent en question, bien sûr ils arrivent à un stade où ils se remettent en question et ils se disent « mais pourquoi c'est tombé sur moi ?» Et en fait, d'abord il faut savoir une chose, souvent on a tendance à dire que ceux qui tombent sur des harceleurs, entre guillemets, donc, c'est parce qu'ils ont une faiblesse. En fait, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont une faiblesse, c'est justement, comme le disait Yann, parce qu'ils ont résisté. Donc c'est comme si c'était devenu une proie intéressante pour celui qui veut exprimer son autorité. Et justement parce qu'il est résistant, et parce que peut-être justement il faisait très bien son travail, donc il était assez sûr de lui, là l'harceleur il a trouvé en fait une proie intéressante, tu vois, une proie qui lui donne en fait comme c'est un malin plaisir à vouloir isoler l'autre. De l'assurance aussi ça lui donne, non ? Voilà, si j'ai réussi à la servir celui-là, je deviens quelqu'un à mes propres yeux. Donc, je vais m'évertuer à la servir grâce... Bon, là, c'est vicieux, puisque effectivement, si c'est le patron, dans le cas où c'est le patron, effectivement, c'est vicieux, puisque c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui paye ses employés. Quand c'est au niveau donc, horizontal, donc entre collègues, ça vient prendre sa source souvent dans la rivalité. Je veux te montrer que moi, je suis meilleure que toi. Donc, je vais toujours rabaisser ce que tu es pour moi me rassurer, inconsciemment. Et donc, ça tombe souvent sur des gens qui font très bien leur travail. Et pas des gens qui ne sont pas forcément compétents et qui doutent d'eux, parce qu'on pourrait penser ça. Ce sont des gens qui doutaient d'eux à la base ou qui ont un problème même pathologique, alors que pas du tout. C'est des gens qui ont une valeur, voilà, qui ont une valeur et qui ont une force de résistance spécifique. Alors, il y a un taux de suicide incroyable dans toutes les corporations de métiers. On l'a vu même en France, dans de grandes entreprises. Il y a beaucoup de suicides, beaucoup d'arrêts maladie suite à des dépressions, de grosses déprimes. Alors, est-ce que ce sont plutôt les femmes ou les hommes qui sont victimes de ces harcèlements ou bien c'est 50-50 ? Ça dépend, on dirait, je ne sais pas. Moi, je te dirais que en fait, les deux sont concernés, sauf que les femmes consultent
plus que les hommes. Parce que les hommes, ils ont honte de dire. C'est un problème de virilité après, quoi. Moi, je me fais harceler au travail, ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur, ça veut dire que je suis capable d'être asservie, ça veut dire que, bon, enfin, ça peut dénoter d'une faiblesse, qui n'en est pas une. Hein. Donc, s'ils ne se font pas aider, ils tombent dans une dépression beaucoup plus profonde, les hommes. Exactement, et il y a plus de suicides. Donc, enfin, c'est-à-dire que les femmes consultent plus, mais les suicides existent plus chez les hommes que chez les femmes. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais chez les femmes, il y a moins de suicides, mais aussi parce qu'elles sont aidées plus rapidement. Elles ne voient pas ça comme une faiblesse forcément. Puis les méthodes sont radicales, c'est une question complexe. C'est-à-dire que bien souvent, oui aussi, les hommes ont tendance à employer des méthodes de suicide plus radicales dès la première fois. Dès le départ. Ça va plus être la pendaison, ça va plus être la défenestration, ça va plus être des choses qui sont plus radicales. Une femme va plus avoir tendance à se couper les veines, à faire quelque chose qui est plus de l'ordre de ou les médicaments, plus de la tentative de suicide en fait, qui n'est pas forcément c'est-à-dire qui n'a pas autant de chances d'aboutir à la mort. C'est pas évident en fait, ces études, ces chiffres, c'est très difficile de tirer comme ça des conclusions, même si je comprends que l'idée c'est de dresser un portrait général, mais c'est pas évident de donner une réponse clairement tranchée, parce qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes qui peuvent difficilement être pris en compte, même dans les études en fait, pour avoir après une idée très claire de ces phénomènes-là. Ces suicides ou ces gros coups de déprime en fait, c'est dû plutôt au patron ou harcèlement par les collègues? Des fois, ça peut être ni l'un ni l'autre, ça peut juste être la pression aussi que la personne se met. Dans tous les cas, ça peut être un phénomène d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Et le burn-out agit, alors c'est pas de la dépression tout à fait, mais c'est une forme de dépression, on arrive à un petit peu les mêmes symptômes. Donc on se met la pression, alors là on n'est plus dans le coup du harcèlement. Non, c'est plus du tout, c'est pour ça que je dis c'est pas forcément quelque chose de l'ordre du harcèlement. Et ça peut aussi aboutir à des tentatives de suicide. Donc c'est pour ça que il y a un ensemble de facteurs, en fait. On peut difficilement trancher comme ça de façon très claire sur qu'est-ce qui mène à une dépression. Il y a tout un tas de choses. Les douleurs somatiques, par exemple, sont mises en avant par de nombreuses études. Il n'y a rien de psychologique dedans. Je suis mal installé, j'ai mal au dos en permanence, je dors mal la nuit, et j'ai des troubles du sommeil, et ça suffit. C'est-à-dire, douleurs somatiques, troubles du sommeil, ça va déjà décupler la possibilité de pouvoir faire une dépression. Il n'y aura rien d'environnemental, de psychologique, de social, en fait, on va dire, dans ces facteurs-là. Décidément, il devient dangereux d'aller au travail. Bien, alors, j'aimerais qu'on en revienne sur le vif du sujet, et donc, savoir comment ça va vraiment se caractériser. Quelles sont les méthodes d'un patron ou d'un collègue pour faire pression sur cet employé concrètement, pour que les gens puissent se reconnaître? Toute l'idée... Toute l'idée, en fait, c'est de faire céder la personne. De faire céder la personne, mais quand on est dans un rapport duel, bien souvent, c'est pas que faire céder, parce que ce qu'on attend, c'est aussi qu'il y a, comme le disait tout à l'heure Myriam, c'est un jeu de domination-soumission. Donc la métaphore que je donne souvent, c'est la métaphore du jeu qu'on joue quand on est gosse, le jeu du tape-cul. Celui où il y a deux enfants comme ça, deux enfants qui jouent, l'un et l'autre, chacun pousse avec les pieds. Et on est sur une barre comme ça qui est en permanence asymétrique. Elle représente parfaitement la relation qu'on a quand on est dans un modèle de type harcèlement. Donc en permanence, il y a une volonté de dominer, mais la personne attend en retour. C'est pour ça qu'il y a un jeu vraiment. La personne attend en retour qu'il y ait une réponse. Et des fois même, c'est pour ça que dès que le jeu est mis en place, même l'absence de réponse, c'est pour ça qu'il va aller à la surenchère. Pour venir au final. Mais pour en arriver vraiment à une sorte de... Indirectement, c'est le paradoxe, c'est-à-dire de volonté de domination absolue, mais paradoxalement, l'attente d'une réponse pour continuer à ce qui est du jeu. D'accord. Donc, oui. Au final, ce qui fait que ça met du temps aussi, c'est qu'on ne prend pas forcément conscience de ça au début. Quand on s'en rend compte, on a passé déjà pas mal d'étapes. Et on arrivait à un moment donné, souvent, où on n'en peut plus. Donc, c'est un peu le système du bain chaud. Si on prend un bain chaud directement, on se brûle. Si on le prend tiède et qu'on fait monter l'eau progressivement, on supporte beaucoup mieux la température. On est dans ce deuxième cas. On est dans un jeu comme ça de surenchère, où la personne, la victime, essaie de résister en permanence, et puis va finir par essayer tout un tas de stratégies. Un coup, je vais être franco, un coup, je vais l'ignorer, un coup, je vais vraiment l'écraser. Et à chaque fois, en fait, il y a un retour. On dit, mais purée, j'ai juste envie qu'il me foute la paix, qu'il me laisse tranquille.
Et là, on se rend compte qu'on n'y arrive pas et qu'on est rentré là-dedans. Et pendant ce temps, l'autre joue la surenchère. Et malgré les résultats, il y a un malin plaisir à vouloir faire du mal et à dominer. Oui. Alors Myriam, est-ce que tu as des exemples des personnes qui sont venues te voir, bien évidemment sans donner nom, parce que tu es tenue au secret professionnel, mais qu'est-ce qu'on te raconte? Des exemples concrets? Par exemple, les femmes qui reviennent de congé maternité, et en fait le patron n'est pas intéressé à ce qu'elle continue, il a déjà trouvé une remplaçante pendant son absence. Et il va la mettre, ce qu'on appelle la mise au placard, je crois. Il la met dans une petite salle, interdiction aux autres collègues, enfin c'est insidieux, il ne va pas le dire clairement, mais en gros, on n'a pas trop le droit de s'adresser à elle, elle n'a pas tous les outils de travail, elle est complètement isolée, on lui a pris son ordinateur, enfin tous les outils dont elle avait l'habitude de se servir, on lui donne de moins en moins de tâches à faire, donc en fait elle va au travail, elle s'ennuie, elle ne sait plus à quoi elle sert. Donc c'est terrible pour quelqu'un d'aller au travail et puis de sentir qu'elle n'a plus sa place. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Ah bon? Ah oui, on m'a fait le coup. Hein. Le congé maternité? Non, je rigole. Ah non, c'est pas le congé maternité. Ah, je sais que je suis pas mince, hein, merci encore de me le dire, mais bon, en même temps, non, je parlais de la femme en congé. Ça m'est arrivé, c'était vraiment très difficile, on m'a carrément exclu. Je me souviens, il faut que je donne quand même des exemples concrets. Voilà. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie et je m'en suis sorti. Merci, cher monsieur, qui vous reconnaîtrez. Voilà. Je vais très très bien. Tout se passe très très bien et mon patron aujourd'hui est merveilleux. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on te dit Donc voilà, donc ce cas, par exemple, en fait, à chaque fois que la personne va se sentir isolée, mais réellement avec des preuves, donc elle n'a plus ses outils de travail, elle est dans une pièce à part, elle voit que personne ne lui parle, elle a de moins en moins de tâches à faire, ou alors on va lui donner des tâches bien au-dessus de ses capacités, qu'elle sait que c'est pas possible qu'elle le fasse, ou que si elle le fait, il va falloir qu'elle ne dorme pas des nuits, et c'est pas dans ses capacités, donc elle va rentrer dans un stress, parce qu'elle se dit, s'il me le donne, c'est peut-être que je dois le faire, mais donc elle va faire tous les efforts possibles pour le faire. Et on voit les collègues changer aussi, et voilà, l'attitude, parce qu'ils sont obligés de le faire, voilà. Donc ils commencent à vous ignorer. Voilà, ils commencent à ignorer. Ils ne prennent plus le café avec vous. Ou alors des réunions organisées sans la personne. Donc elle arrive le lendemain, ah bah t'étais pas à la réunion, mais ça se fait pas, comment ça, t'as raté, on a parlé de ça, mais quoi tu l'as pas fait ça, mais c'était important de le faire. Et en fait, la personne a l'impression d'une conspiration. Il se passe quelque chose, mais elle est toujours à côté en fait. C'est pas qu'elle a l'impression que c'est une vraie cabale contre elle. Voilà, et c'est très insidieux parce qu'en fait, soit tout est organisé d'en haut, soit par un collègue qui essaye de la mettre à l'écart et qui y arrive très bien. La personne se sent complètement isolée, mais en même temps ne maîtrise rien. Et puis, il n'y a pas vraiment de preuves flagrantes, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas dire mais attends, là, vous allez dire, mais t'étais pas là, on m'a pas dit. Ah bon, et quelle preuve? T'as reçu le mail pourtant. Et puis, elle va, alors qu'elle a, non, elle ne pense pas l'avoir reçu. En fait, enfin, il y a tout. Le collègue ou le patron va bien se débrouiller pour que, de toute façon, cette personne se trouve en situation critique, mais à ses propres yeux et pas aux yeux des autres. Alors, Ilan, c'est le jeu des limites, ouais. Oui, Ilan, alors justement, à partir de ce moment-là, de la situation que décrit Myriam, qu'est-ce que la personne doit faire quand elle s'aperçoit qu'elle est évincée, quand elle s'aperçoit qu'un mail lui a échappé, une réunion, ou que les personnes ne veulent plus prendre le café avec, ou se réunir avec? Alors, il y a beaucoup de choses, ça va dépendre des contextes, hein. On est dans un cadre de dynamique d'équipe, ça dépend aussi des dynamiques, les dynamiques individuelles, c'est encore un petit peu différent. Dans tous les cas, ce qui va quand même se passer, je fais en même temps la continuité exquisée sur ce qui est mis en avant là, dans le propos que tu relates aussi. C'est vraiment ce jeu où toujours les limites ne sont pas clairement, il y a toujours un jeu avec la frontière, avec ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et bien souvent dans le jeu du harcèlement, il y a des actes explicites, mais ils sont toujours à la limite de ce qui est toléré, à la limite du tolérable. Quand c'est managérial, on est à la limite du légal et les personnes savent bien ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. On a des démarches aussi où des fois... Parce qu'ils l'ont déjà fait. Hein. Parce qu'ils l'ont déjà fait, mais des fois aussi c'est les salariés. Il y a des jeux, moi j'ai assisté à des jeux où le salarié aussi, c'était sur un mode passif-agressif. Et donc il y avait un jeu entre l'institution et le salarié, de dynamique passive-agressive, et les uns se le rendaient bien. Le salarié en se mettant en congé, parce que c'est fréquent aussi, en se faisant passer pour la victime, ça permet de ramener les gens à sa cause, etc. etc. Un peu le cas de Dieudonné. Hein, c'est un peu la même stratégie, c'est-à-dire en jouant vraiment avec les limites. Ce que je dis pas, je suis à peu près dans les clous, mais pas tout à fait. Donc ça joue énormément. Alors en préparant cette émission, on avait parlé d'ailleurs de ce harcèlement aussi sexuel, dont on parlera dans un second temps, où là on agit, mais pas trop. On fait bien attention de ne pas aller trop loin. Donc on peut frôler une collègue, par exemple. C'est ça va être frôler, ça va faire la bise, mais décaler un petit peu. Ça va être des petites réflexions, des petites remarques qui au final
petit à petit, engendre une dynamique, toujours en servant la personne un petit peu comme objet, mais en la réduisant uniquement à son caractère sexuel. C'est-à-dire un petit peu comme si on essayait d'annihiler son identité, uniquement pour faire valoir uniquement ses atouts qu'elle pourra avoir sur le plan sexuel, ou pas, hein, parce que ça peut aussi être fait par la négative, mais en tout cas, c'est la réduire à son identité sexuelle uniquement. Et la forme de harcèlement prend part à partir de là. Donc, il y a une petite différence, on va dire, mais au final, le schéma est un petit peu le même. On est dans l'opposition, sous forme de soumission-domination permanente, avec des mécanismes insidieux qui se mettent en place, un plaisir de la part du harceleur ou de l'équipe qui harcèle, une difficulté à s'en dépatouiller de la part de la victime, mais au début une résistance naturelle, et donc une démarche un petit peu malsaine comme ça, où la personne victime en fait se sent réduite non pas en tant qu'altère, en tant qu'autre, mais en tant qu'objet. Alors très fréquemment, je réponds à la première question où j'ai fait de la digression sur les limites, ce qui aide aussi, ces deux aspects, c'est rappeler le cadre, gentiment, mais il faut le rappeler. Ça peut être le cadre légal, ça peut être le cadre professionnel, ça peut être tout cet ensemble de choses, mais il faut le rappeler. Et des fois, il faut même un faire-valoir garant de loi, ça peut être le délégué du personnel, ça peut être... Mais s'il faut vraiment un avocat, un externe ou un supérieur... Déposer la main courante en France ou bien peut-être une plainte ou peut-être pas aller jusqu'à là au départ. Il faut des faits, justement, parce que ce problème de limite fait qu'on a du mal à avoir des faits avérés. Et bien souvent, ça se passe entre ce que tu sais et ce que tu sais que je sais. Dans la tête des personnes, c'est comme ça, en fait, dans le jeu du harcèlement. Donc, c'est pas évident à mettre en avant avec des faits. Bon, après, il faut savoir aussi jusqu'il y a peu longtemps, mais là, on reste dans notre propos, c'est que le harcèlement moral n'était accepté sur le plan légal que dans le cadre du travail, en France. Donc, on avait du mal à le faire valoir à l'extérieur. C'était pas évident du tout. Donc, nous savons ce que tu me fais, mais ce n'est pas assez pour pouvoir agir. Ce ne sont pas des faits, parce que je t'ai pas touché, je t'ai frôlé. Je t'ai pas dit que je voulais faire ci ou ça, j'ai dit que tu ressemblais à ci ou ça. J'ai pas voulu t'embrasser à côté parce que c'est toi qui as tourné ton visage. Exactement, ou ça s'est fait comme ci, comme ça, etc. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on est un petit peu dans l'à côté. Donc c'est pas du tout évident. Et puis il y a cette notion de plaisir de l'autre, à chaque fois qu'il va revenir à la charge, qui font que la victime, justement, arrive difficilement à s'en dépatouiller. Donc, rappeler le cadre légal, bien souvent, c'est une aide très très précieuse. Et avant ça, pour rappeler cette dynamique de soumission-domination, c'est toujours essayer de faire preuve d'empathie. C'est très dur parce que la personne, on en a jusque-là. Quand il va te dire, écoute, t'as qu'à porter plainte, de toute façon, ils ne croiront pas. Oui, alors, rappeler le cadre légal, c'est bien beau, mais quand on est face à des personnes qui sont harceleurs et qui sont même pervers, alors ça ne leur fait pas peur. En général, ils en ont envoyé au moins 10 à l'hosto avant nous. Donc, leur rappeler la loi, ils ont un peu l'habitude. Hein. Oui et non. C'est-à-dire, bien souvent, ils peuvent la connaître, mais on peut très bien dire que sur ce plan-là, on ne va pas se laisser faire. On va essayer, il faut se renseigner d'abord sur ce qu'on peut faire. On peut très bien dire, voilà, je vais me mettre en maladie, je vais partir du principe que c'est de votre faute. J'ai pris conseil auprès d'un juriste qui m'a conseillé, qui m'a dit ce qu'il fallait faire. On va aller dans cette direction-là. Vous refusez de me laisser tranquille. Là, on est dans le cas extrême où la personne dit déjà « tu peux porter plainte », etc. Hein, vous refusez, donc on va aller jusqu'au bout de cette façon-là. Ça, c'est vraiment le dernier... On va dire que c'est la dernière échéance pour un petit peu se dépatouiller de la personne. Parce que bien évidemment, le mieux, c'est tant que faire se peut, toujours de couper le lien, parce que c'est un lien qui est pathogène, un lien qui est toxique, un lien qui ne permet pas de pouvoir s'épanouir, de pouvoir profiter du travail de façon sereine. L'idée, c'est de quitter l'entreprise, parce que quand on est arrivé à ça déjà, c'est déjà trop tard pour... Ouais. Et des fois, ça contrebalance des objectifs de carrière. Des fois, ça contrebalance des soucis financiers, des problèmes aussi peut-être à retrouver un travail qui souvent peut comporter certains avantages, mais à cet inconvénient qu'on a justement quelqu'un qui nous harcèle au travail. C'est pas une décision qui est toujours aussi évidente que ça. Quand on veut faire signaler, faire entendre quelque chose à la personne, c'est de lui préciser
on comprend son point de vue, c'est-à-dire qu'on ne la prend pas de front. On se met à côté, on dit « je comprends ». Par exemple, je vais parler à mon collègue, j'ai vu que tu as énormément de boulot, il y a plein de choses à faire en ce moment. Regarde maintenant, le boss nous a demandé de faire ci et ça, et je vais faire le max, et il y aura peut-être une petite tâche pour toi, qu'est-ce que tu penses? Alors il va y avoir plein de choses si je le tourne comme ça. Je lui donne l'impression de décider, je me mets de son côté, et ça ne vient pas de moi, je ne suis pas de front. Ça vient sur nous. Donc du coup, on a plus tendance à pouvoir... Alors c'est une stratégie, c'est pas évident. Et encore, on est avec des personnes comme ça, de toute façon, il faut les gérer. Mais si je lui dis, tiens, on a ça à faire, je vais faire ci et toi tu fais ça, là, direct, on rentre, c'est la dynamisme, on rentre dans le jeu du tape-cul. Et il peut vous mettre en place des oublis, il peut vous mettre en place de la procrastination, il va faire traîner les choses. Il peut y avoir tout un tas de stratégies en fait, pour résister de façon un petit peu passive. Et ce qui se passe ailleurs, mais là on développe un petit peu plus, c'est que quand on est dans des cas après où les choses ne sont pas faites comme il faut, dans les cas, alors quand on parle de passif-agressif, on ne parle pas de ce phénomène-là, mais quand on parle dans d'autres courants théoriques, qu'on parle de ce qu'on appelle les états limites pervers, on parle de ce phénomène-là, c'est le phénomène du déni. On pourra toujours dire à la personne, on s'était dit si, tu devais faire ça, etc., etc. La personne vous tiendra mordicus que c'est faux, que c'est pas vrai, que c'était pas son intention, et elle y croira dur comme fer. Et ce sera impossible de lui faire entendre raison. Donc vraiment, toute l'idée, c'est d'essayer de faire preuve d'un minimum d'empathie, ce qui est très difficile, donc lui dire je sais que tu as ci, tu as ça, etc., etc. Mais ça ne vient pas de nous. On nous a demandé ci, on nous a demandé ça, il va falloir qu'on s'y mette, il va falloir qu'on s'y colle. Qu'est-ce que tu en penses? Et quand il s'agit du patron? Alors quand il s'agit du patron, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut quand même, si le patron vous prend en proie, il n'y aura jamais aucune chance de s'en sortir dans un cas d'harcèlement. Il faudra finir par partir, tôt ou tard. On pourra toujours faire ce qu'on veut, on pourra tirer peut-être un peu d'argent au prud'homme, etc., mais on sera déjà parti. Mais... C'est terrible. Il n'y a pas d'issue, c'est-à-dire qu'on gagne sa vie, on est bien dans son travail, on aime ses collègues, et finalement l'issue, c'est la seule solution, c'est de quitter son emploi. Dans un cas comme ça, où une dynamique s'est déjà mise en place avec le patron, on n'a pas d'autre option que de couper un lien qui est toxique. Cette toxicité, il faut savoir que la personne a de grandes chances de l'emporter chez elle à la maison. Alors Myriam, est-ce que tu as, toi, des exemples de réactions de personnes qui se sont fait harceler par leur patron, voire par leurs collègues? Quelles sont les réactions concrètes et quelles sont les solutions qu'elles ont trouvées à court terme pour se débarrasser, au moins provisoirement, de ces personnes en attendant de venir te voir et t'en parler? La plupart de ceux dont j'ai dû traiter le problème avaient quitté ou étaient en arrêt maladie, justement, et ne savaient pas comment faire pour reprendre. Elles étaient dans une angoisse profonde, parce qu'en fait, elles se sentaient complètement dévalorisées. Elles étaient sûres, mais certaines, que c'était de leur faute. Elles étaient sûres que, oui, sûrement elles ont du mal faire le travail. Et puis alors, en revoyant bien, justement en thérapie, c'est ce qu'on travaille, on va revoir bien, alors où était l'erreur, on se repose les bonnes questions, et puis là, la personne dit effectivement, non, d'ailleurs j'en ai même fait plus qu'il n'en fallait. Donc l'erreur n'était pas à cet endroit-là. Et ce qui est important, donc justement, c'est parce que là, la personne, on va parler de... Elle s'est affaiblie intérieurement, c'est-à-dire que là, elle a perdu confiance en elle, elle s'est dévalorisée et elle est sûre donc, que le problème est chez elle. Donc il va falloir la reconstruire. Et elle a subi une sorte de traumatisme en fait. Et même pour retrouver un autre travail après, ça peut jouer contre elle, puisque c'est là que je disais, les séquelles peuvent être profondes. Donc dès qu'on prend conscience que on est dans le rôle d'une victime, tout de suite réagir, de peur justement d'avoir des séquelles trop lourdes et que ça entrave la vie professionnelle ensuite. Parce qu'après, pour retrouver un travail, donc on le sait tous, pour trouver un travail, avoir ne serait-ce un entretien d'embauche... C'est pas facile aujourd'hui, que ce soit en France ou en Israël. Voilà, mais il faut faire preuve de beaucoup d'assurance. Il faut être bien dans ses baskets. Alors, si on a déjà vécu un harcèlement moral au travail, quand on va arriver au deuxième entretien, tout de suite, on va transférer notre angoisse de notre ancien patron, ce qui s'est passé avec le patron, sur le patron présent. Et donc, on ne sera pas nous-mêmes, on ne donnera pas le meilleur de nous-mêmes, on manquera d'assurance, et ainsi de suite. Donc voilà, donc ce qu'on va travailler, c'est justement de se reconstruire à l'intérieur, de se laver de toutes ces mauvaises idées qu'on a pu se faire sur nous-mêmes. Et puis voilà, les cas que j'ai rencontrés, c'est à ce moment-là qu'elles se retrouvaient, exactement comme il a dit. Par contre, elles ont souvent supporté très longtemps
pendant des années. Et après coup, elles se disent, mais comment j'ai fait? J'ai mis des œillères pendant toutes ces années, comment j'ai fait? Et en fait, c'est exactement l'exemple qu'Ilan a donné avec le bain chaud. C'est-à-dire que comme ça a été progressif, elle ne s'est pas rendue compte au départ. Et à la fin, elle s'est dit, mais comment je suis arrivée à un tel degré? Comme pour le pervers narcissique, finalement, c'était par étapes. On commence à rabaisser, on commence à doucement, humilier, à dénigrer, et ensuite, ça peut aller jusqu'au cou. Mais de toute façon, dans la vie, je pense que les plus grands dangers viennent des choses traîtres, en fait, des petites choses de la vie qui commencent à s'infiltrer en douceur, et après qui prennent une place monumentale, et après on se dit, mais comment c'est possible? Mais il faut regarder le début, finalement, ça s'est fait tout doucement. D'accord, alors moi j'ai vu que ce soit dans les petites ou dans les grandes structures, oui. Il est même arrivé parfois que des DRH, donc qui sont à la tête des ressources humaines, se sont fait sortir de la société manu militari, donc par les mains et par la violence, par d'autres collègues en fin de journée, lorsqu'il n'y avait plus de témoins ou presque plus de témoins, et même s'il y en avait de toute façon, ils n'auraient pas témoigné pour ne pas perdre leur place. Voilà. Et on voit qu'ils se sont fait, malgré leur grade et leur poste, sortir manu militari parce qu'ils n'avaient pas fait ce qu'on leur avait dit, ils avaient eu de l'empathie pour certains employés, n'avaient pas osé les renvoyer ou alors les ont ménagés. Et là, on les sort et on arrive même à de la violence. Alors, qui voudrait prendre la parole sur ce phénomène de violence qui peut survenir quand même? On peut rebondir, mais c'est un phénomène comme un autre. En fait, ça peut se produire, mais comme beaucoup d'autres options peuvent se produire. On est dans un cas extrême quand même. Ça arrive. La violence intervient. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a un jeu. S'il y a de la violence comme ça, c'est qu'il y a eu de la résistance. Et bien souvent, quand on n'arrive plus à trouver d'autres moyens, on peut en arriver à des cas où vraiment on va passer par l'agir, où c'est la violence qui va se mettre en place, où on va avoir envie de taper. Bien souvent. Mais tu nous disais tout à l'heure qu'il fallait résister quand même. Bien sûr. Quelque part. Alors, ça mène forcément peut-être à de la violence à terme. Alors, résister, pas résister, faire le dos rond, on ne sait plus quoi faire. Ce que je proposais, c'était dans le cas extrême, bien évidemment, de rappeler le cadre. Ça ne veut pas forcément dire résister. Est-ce que résister directement, moi je proposais au contraire de contourner le résistement. C'est-à-dire de ne pas se mettre dans une dynamique d'opposition. Si on joue le jeu de l'opposition, l'autre prend plaisir. Il ne nous lâchera pas tant qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre pour prendre notre place. Donc toute l'idée, en fait, c'est de contourner ça. Si on résiste, quand je proposais de rappeler le cadre légal ou le cadre professionnel, c'est uniquement dans un cas où on est déjà dans un jeu comme ça, pervers. Vous êtes, moi j'ai déjà eu des cas, des aides-soignantes qui arrivent, il y avait une personne qui aimait bien, il arrivait, donc il visitait la famille qui était dans l'institution. À chaque fois qu'il passait à l'institution, forcément il avait pris des libertés, il était facile de contact, forcément comme très souvent dans ce profil-là, il avait du bagou, et donc il arrivait, il faisait la bise, et il y avait tous les petits trucs, il se mettait proche, il allait voir près des ascenseurs, il rentrait dans les espaces où il n'était pas supposé rentrer, à moitié, parce qu'on est toujours dans le jeu des limites, je mets un pied dedans, un pied dehors, etc. etc. Des faux attouchements, des semblants d'attouchements, des choses qui elles étaient deux, ça les rendait folles, parce que justement, elles ne savaient pas comment s'en tenir, et elles n'avaient même pas la conscience, du coup, d'arriver justement à rappeler, à dire, mais écoutez, je suis l'aide-soignante, je m'occupe de votre femme, et du coup, je peux pas me permettre, on ne peut pas se faire la bise, vous ne pouvez pas rentrer dans cet endroit-là, on n'est pas en mesure de pouvoir échanger. Et pourtant, c'était quelque chose qui aide à rappeler, parce qu'on oublie un petit peu les rôles. C'est quelque chose de très fréquent. Et rappeler les rôles, ça aide justement à remettre la personne dans sa place, dans ce qu'elle est supposée faire et dans ce qu'elle est supposée pas faire. Et quand elle va dépasser un petit peu, même si elle est dans le flou des limites, elle va un petit peu plus en prendre conscience. Donc c'était toute l'idée, se dire, si jamais il n'y a pas encore de mécanisme qui se met en place, mais qu'on a l'impression que la personne est un peu de ce genre-là parce qu'on l'a vu se comporter comme ça avec des autres, ou qu'on voit quelqu'un qui a tendance à se plaindre et qui essaie de nous mettre un petit peu sous son aile, entre guillemets, son œil averti, aguerri, pour qu'on puisse bien s'en sortir dans la boîte par ses bons conseils, mais il faut se méfier de tel, et qu'on a l'impression qu'il essaie de monter quelque chose, le mieux c'est de faire un petit peu plutôt ce que je dis, c'est-à-dire ne jamais prendre cette personne-là de front, essayer toujours de faire venir les choses par un tiers, et bien évidemment d'essayer d'être empathique, aimable avec lui, de solliciter son point de vue au maximum. J'ai une jeune femme qui m'a écrit, une jeune femme qui est d'ailleurs
mariée. N'ayons pas peur des mots, elle est mariée, elle travaille dans un call center, elle n'a pas le choix. Je ne donnerai pas son nom évidemment. Et elle me dit, écoute, je me fais harceler continuellement par mon collègue. Il paraît que les call centers, c'est propice à tout ça, puisqu'on est 10 heures ensemble à côté les uns les autres. Alors certains patrons ont décidé de séparer les hommes des femmes, mais on voit qu'il y a quand même des problèmes récurrents et que ces hommes-là continuent, sont des prédateurs sexuels et continuent à enquiquiner et à agresser pratiquement physiquement ces femmes qui sont mariées. Dans ce cas-là, c'est une femme qui est mariée, qui est assez jolie et qui se fait embêter. Et on voit que même son propre mari n'arrive pas à avoir la main. Bien souvent, on a un entourage qui est fiable, costaud, solide, tant au niveau psychologique, au niveau parfois même physique, et ils n'ont pas les épaules, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne peuvent pas rentrer non plus dans l'entreprise. Ils n'ont aucun rapport avec l'entreprise, mais ils ont cette peine de voir leur femme souffrir, ou alors il y a des femmes qui souffrent carrément seules, ce qui est le cas pour elle, puisqu'elle ne l'a pas raconté à son époux. Mais en tous les cas, elle est harcelée du matin au soir dans ce call center par ce type, pour ne pas dire autre chose qui l'embête. Donc qu'est-ce que doit faire cette jeune femme lorsqu'il s'agit d'un collègue, parce qu'on n'est quand même pas à la hiérarchie du patron là? On va dire, ce qu'on a défini juste avant, on va dire, il y a toujours une différence entre le CLA et le PRAT, entre la généralité et puis ce qui vraiment va être spécifique à la personne. On a donné les généralités là en fait. Pour vraiment pouvoir répondre à une question comme ça, il faudrait que la personne puisse en parler, puisse expliquer exactement ce qu'il y a, pouvoir la conseiller exactement, parce que dans ces phénomènes-là, bien souvent, on n'en parle pas à la maison, parce qu'on sait que la maison, va y avoir deux phénomènes. Bien souvent, on peut y avoir où la personne va vouloir rentrer dans le jeu, mais il ne va pas se rendre compte de ce qui s'est mis en place indirectement. Et bien souvent, il va y avoir cette volonté d'en découdre directement, mais alors qu'on ne peut pas en découdre directement, quand on ne connaît pas ce genre de phénomène, quand on ne connaît pas ce type de mécanisme, elles sont tellement spécifiques, c'est tellement insidieux, et on rentre tellement dans quelque chose dont il est difficile de se dépatouiller, que de l'extérieur, on a tendance à vouloir donner une solution un peu radicale. C'est le respirer un bon coup quand on fait une crise d'angoisse qui ne sert absolument à rien. Par rapport aux partenaires? Oui. Oui, mais alors le problème, c'est que ces personnes ont l'impression d'un viol contre leur femme. Même si on n'est pas passé aux actes, ça a l'air d'être un viol derrière leur dos. Donc c'est légitime quand même qu'ils soient angoissés, ou cette femme d'ailleurs qui le vit dans le secret, qui a l'impression de pratiquement se faire violer par ce collègue très entreprenant. Alors elle m'a demandé de poser justement cette question, qu'est-ce qu'elle doit faire là dans l'urgence? Il y a une intrusion dans l'intimité, c'est certain. Ce qu'elle doit faire, je pense plus, c'est avoir des réponses particulières, et pour ça, c'est se demander un conseil professionnel auprès d'un professionnel. Et pas forcément, enfin, on peut pas donner une réponse comme ça, générale sur les généralités, on les a énoncées. C'est des cas plus spécifiques, et il y a forcément des choses qui vont rebondir, qui sont plus spécifiques. Ça dépend de elle, la façon dont elle réagit, ça dépend de ce qu'elle a mis en place, ça dépend de comment fonctionne l'entreprise, ça dépend de comment fonctionne le groupe social dans lequel elle est, etc. etc. On parlait d'un call center, là, bien sûr, un centre d'appel. Hein. Mais ça dépend de la relation du rapport aux collègues en général. C'est un collègue qui tombe amoureux et qui veut embêter cette femme. Il est amoureux normal ou il met en place... Encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête. Apparemment, il est très entreprenant et elle en pleure et c'est pas possible. Je veux dire, ça devient intenable au quotidien. Quand ça arrive à un degré aussi haut, aussi élevé, peut-être qu'il vaut même mieux changer de call center, non? Alors, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas évident de retrouver un travail. Après ça, oui. Mais là, dans ce cas-là, c'est plus c'est un harcèlement moral, oui, mais c'est carrément s'il tombe amoureux d'elle et qu'en fait, ça peut arriver entre guillemets n'importe où. Là, c'est parce qu'ils sont 10 heures d'affilée à côté. Mais donc, vaut mieux, entre guillemets, fuir cette situation. Parce que fuir, se protéger de ce genre de situation. En tant que femme, il vaut mieux pour elle qu'elle ne reste pas près d'un homme qui est dans l'attente. C'est pas bon. Donc la solution, c'est que de partir, si je vous comprends bien, parce que on est face à un sujet aujourd'hui. Ça dépend plein de choses. Oui, parce que le sujet, c'est harcèlement, mais alors que faire? J'entends bien. Vous me dites partir, alors que ce soit du harcèlement patron, de collègues, sexuel, le supérieur moral, hiérarchique peut être de bonne constitution, empathique, conciliant et prendre les choses en avant. Et lui-même fera ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire défendre ses salariés et faire en sorte à ce que la boîte tourne bien, et donc faire en sorte qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe, une bonne dynamique de groupe.
Mais en même temps... Est-ce qu'il est intelligent, par exemple, d'aller voir son patron et d'en parler? Ça dépend du patron. Eh ben, il me harcèle. Mais ça dépend du patron. Si le patron est neutre et assez gentil. Et ça dépend de sa perception à elle dans le groupe. Ça dépend de... Si c'est une personne qui est énormément dans la désirabilité, qui a besoin de se sentir acceptée dans le groupe, et que pour elle, c'est plus important que le reste, ou que si elle est un petit peu abandonnique, et qu'elle ne supporterait pas du tout d'être de côté. C'est-à-dire, ça dépend vraiment... Il y a des choses, après, qui sont propres aux personnes, qu'on ne peut pas définir vraiment en tant que généralité, parce qu'on a besoin pour ça de vraiment de connaître la personne, de savoir comment elle travaille, qu'elle nous parle de son environnement de travail, et en fonction de ça, on peut donner des conseils qui sont très précis. Adaptés à la personne. Ouais, c'est au cas par cas. On aurait sinon toutes les solutions sur tous les problèmes, ce serait facile. Donc, et il n'y aurait pas besoin de psy. C'est un sujet très vaste et très particulier. D'ailleurs, donc il faut aller voir carrément, ne pas attendre et au moins aller voir un thérapeute pour en parler. On va d'ailleurs afficher tout de suite vos coordonnées en dessous de chacun de vous deux pour savoir où vous joindre. On le fera à plusieurs reprises lors de cette émission. Myriam, je t'écoute. Non, pardon, je souligne juste que maintenant je reçois aussi à Natania. Sur Natania. Combien de fois? Une fois par semaine? Voilà, pour l'instant oui, et puis en fonction de la demande on verra, mais voilà. Je ne sais pas ce qu'elle a cette ville, tout le monde je crois qu'ils vont tous émigrer ici, je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme infrastructure, on en parlera lors d'une prochaine émission. Il semble qu'ils soient débordés ici, qu'ils n'en peuvent plus les Français. Je dis ça bien sûr sur un ton très gentil, mais c'est vrai que tout le monde décide de venir à Natania. Et il y a également beaucoup de gens qui critiquent cette alia qui est pour eux, qui n'est pas une intégration. Moi, je ne suis pas d'accord. On a quand même besoin de se retrouver auprès des siens. C'est vraiment, je pense, très très important, comme les autres communautés d'ailleurs. Voilà. Donc, en fait, j'aimerais avoir pour vous un mot de la fin, une synthèse en fait de tout cela pour toutes ces personnes qui crient leur détresse et qui ne savent plus quoi faire aujourd'hui. Quelles sont quand même les premières dispositions, même si on va les rappeler voilà, de façon ordonnée, quelles sont les premières dispositions à prendre? Je vais donner 2 cas, et pour un patron qui harcèle moralement parce que c'est son malin plaisir, et également pour ce fameux collègue ou patron de toutes les façons qui harcèle sexuellement. Ilan. Alors, on va revenir, je vais en revenir aux mêmes généralités, mais bien avoir conscience que quand on se fait harceler, dans l'esprit de la personne qui nous harcèle, il y a deux directives. La première, c'est que échouer ou se soumettre est un aveu d'échec. C'est comme une directive générale qui va guider son comportement. Et la deuxième, ça va être de ne pas faire les choses directement. Il ne faut pas dire directement ce qu'on pense. Donc ce qui va faire qu'on va toujours utiliser des moyens détournés. Donc la personne qui va être guidée par ça prend plaisir bien souvent à ce qu'elle fait. Et on peut se retrouver humilié, isolé, et dans une démarche en fait où on perd aussi la confiance de soi, où on ne sait plus exactement ce qu'on fait. Donc ça dépend vraiment de à quel niveau de la démarche on se sent. Si bien évidemment c'est comme ça dans le travail, si c'est le supérieur hiérarchique, si on a la possibilité de changer de travail, mieux vaut changer de travail. Si c'est un collègue, ça dépend vraiment de comment se trouve l'environnement du travail. Si on peut faire appel à son patron, si on a des personnes de confiance, il faut faire appel à des personnes de confiance. Si on sent que ça va trop loin, dans tous les cas, il faut demander un avis professionnel. Ça ne coûte rien, ce n'est pas forcément une thérapie, et au moins ça permet d'être rassuré, d'avoir des solutions comportementales directes sur ce qu'il est possible de mettre en place pour avoir un petit peu la paix. Si c'est dans le couple, parce que ça arrive aussi, il faut aussi pouvoir, là pour le coup, prendre les devants, parce que là on est engagé pour longtemps, et il faut pouvoir prendre les devants pour mettre quelque chose en place, pour arriver à s'en sortir aussi au bout d'un moment. D'une façon générale, les grandes directives, ça reste ne pas prendre la personne de front, solliciter son point de vue, demander ce qu'il en pense, essayer de faire en sorte à présenter les choses comme si elles viennent d'un tiers, comme si elles viennent, on nous a demandé, il a été demandé, le patron demande, on doit faire, se mettre du même camp que la personne, ça reste toujours dans l'idée de ne pas la prendre de fond, et ne jamais avoir un ton un petit peu moralisateur, ne jamais faire le patron. D'accord, et pour les cas sexuels, c'est ce qui permet d'être tranquille. Dans les cas sexuels, il peut y avoir, alors ça dépend, ça reste c'est les mêmes directives, parce que le profil
le profil est le même. Alors, quand on dit ça... Je te rappelle que je suis marié, par exemple. Non, mais je le dis d'un point de vue théorique. Donc, quand on le dit d'un point de vue théorique, on a l'impression que ça minimise en fait la souffrance des uns et des autres. Mais quelque part, on se retrouve un petit peu sur une démarche équivalente, c'est-à-dire que le profil du harceleur va être à peu près identique. Donc, on va avoir un petit peu les mêmes directives. Rappelez bien évidemment les rôles, c'est toujours très important. Mais je te rappelle que je suis marié. Si on le dit directement comme ça va être pris comme un affront. Il va vous sortir un truc, c'est pas grave, je suis pas jaloux, on ira avec ton mari. Il peut sortir la phrase stupide. Mais bien sûr, mais c'est des choses qui reviennent, mais ça alimente le jeu. Et à partir du moment où on lui dit je suis pas marié, il veut pas forcément, c'est pas forcément quelqu'un qui veut avoir un acte sexuel, c'est quelqu'un qui veut juste vous réduire à votre identité sexuelle parce que vous avez eu le malheur de résister à un moment donné. Donc si je résiste à ce moment-là, il va tout à fait comprendre que ça va être pareil. Ça va être pareil et que donc on va continuer à résister et donc lui va continuer. Donc, il va jouer la surenchère. Les éléments que j'ai donnés, moi, je les ai répétés plusieurs fois. Oui, mais je parle pour le caractère sexuel. On ne peut pas dire le patron a dit. C'est le même profil. C'est-à-dire, non, rappeler les rôles. Dans ce cas-là, rappeler les rôles, ça aide énormément. Mais si on est déjà dans la démarche, c'est-à-dire d'un jeu malsain, comme ça, d'un jeu pervers qui s'est mis en place, on a peu de chances de s'en sortir directement. Il faut vraiment voir après au cas par cas, et pour ça, on a vraiment besoin d'un avis professionnel. D'accord. Myriam, j'aimerais avoir ton avis, cette dernière synthèse, ce dernier mot sur ces patrons harceleurs et ces solutions également pour ces femmes qui ne savent plus quoi faire. Je pense que Ilan a bien résumé la situation. Juste ce que je dirais, c'est surtout de réagir vite. À partir du moment, je crois que je l'ai dit 3 fois, mais c'est très important, à partir du moment où on se sent victime, dans la position de victime, où on sent qu'il y a un dominant et un dominé et qu'on est le dominé, il faut réagir et ne pas s'enfoncer dans cette situation, puisque plus on laisse la situation s'enliser, plus les séquelles seront grandes. Donc réagir au plus vite, ne pas avoir peur, ne pas, en tout cas prendre son courage à deux mains, parce qu'à ce moment-là, on en manque, prendre son courage à deux mains et ne pas se dire, même si on a tendance, que c'est de sa faute. Ne pas avoir honte non plus, il n'y a rien de honteux, ça peut arriver à n'importe qui. Alors oui, il y a des gens qui parfois sont plus armés que d'autres, peut-être parce qu'ils ont un milieu familial, social plus riche, mais tout le monde peut être touché. Tout le monde, sans exception. Les meilleures personnes peuvent être touchées. D'ailleurs, comme je l'ai dit, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de savoir-faire, justement. C'est quelqu'un qui va bien faire son travail, qui est même consciencieux dans son travail. Donc, surtout, ne pas se laisser enliser dans cette situation. Il n'y a pas de raison. On a tous le droit d'être heureux au travail, on a tous le droit de bien vivre notre vie. Et on doit se prendre en main parfois, quand on est face à un harceleur, face à une situation très délicate, on doit savoir s'en sortir et prendre les bonnes décisions pour s'en sortir. Donc effectivement, consulter un professionnel s'il faut. Si c'est entre collègues, alors essayez de voir si avec le patron il y a une communication possible. S'il n'y en a pas, alors trouver des solutions, des portes de sortie. Mais de toute façon, j'ai coutume de dire, à chaque problème, il y a une solution. Et ne pas dire, il y a une phrase comme ça aussi, ne pas dire à Dieu combien mes problèmes sont grands, mais plutôt à mes problèmes combien Dieu est grand. Donc... C'est un très très beau mot de la fin, ça. Vous l'avez déjà entendu, mais franchement, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est très très vrai. Voilà, donc ça résume un petit peu tout ça. Docteur Ilan Elgraoui, je rappelle que vous êtes psychologue, diplômé de l'université de Nancy DE, que vous recevez à Haïfa, mais que désormais vous allez venir nous voir bien plus souvent. Myriam Ben-Simon également habituée, psychothérapeute, spécialiste et conseillère spécialiste pour le couple, dans les problèmes de couple et du trouble comportemental. Je dois dire que nous sommes très très suivis maintenant jusqu'en Asie et même plus loin. Non, je plaisante. Bientôt si Dieu veut. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Prochaine émission. Écoutez, c'est la surprise. On lance des appels à témoins très très régulièrement. Merci d'y répondre sur Facebook. C'est extrêmement important. Si vous vous trouvez dans des situations sympathiques, et oui, ça peut arriver, mais également difficiles, eh bien, écrivez-nous. On ne peut pas penser à tout. Venez me le dire en messagerie privée. Écrivez-nous sur la messagerie de sarfatite.com via la page Facebook ou sur Steve la légende, comme vous en avez l'habitude.
puisqu'il paraît que je suis devenu un cotel vivant et que tout le monde vient se lamenter sur moi. Et d'ailleurs, on m'appelle Spontex maintenant, puisque je suis une vraie éponge. Merci à toutes de nous avoir suivis. À très très bientôt sur sarfati.com. À très vite sur La Légende. Ciao! Je ne veux pas de tes soupirs dans mon oreille. Je ne veux partager mes rires qu'avec moi-même. T'es moins bien que celui que je veux et qui me veut pas. Lâche-moi. T'es moins bien que celui que je veux